Voilà. Bien, donc aujourd'hui on va faire la partie sur les spectres lumineux qui ont déjà été un petit peu vus en seconde. Donc à partir de là, ici une animation. Donc cette animation, elle est sur le drive, hein, spectre et composition chimique du Soleil. Donc ça va faire quelques rappels et on va aller un petit peu plus loin par rapport à ces spectres lumineux. Grâce aux travaux d'Isaac Newton, nous savons que la lumière qui nous paraît blanche est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. 2 siècles plus tard, l'invention de la spectroscopie permet d'obtenir des informations sur une source grâce à la décomposition de sa lumière. Cette méthode est à l'origine de l'essentiel de nos connaissances sur le Soleil. Envoyons la lumière d'une lampe à incandescence sur un prisme. Celui-ci décompose la lumière blanche de la lampe et forme son spectre sur l'écran. Ce spectre, appelé spectre continu, est produit par les corps solides ou liquides portés à incandescence ou encore par les gaz à très haute pression et haute température. Si la lampe à incandescence est remplacée par un gaz sous faible pression excité par une décharge électrique, le spectre obtenu est alors formé de raies colorées sur fond noir. C'est un spectre d'émission caractéristique de l'élément chimique constituant le gaz. Si maintenant nous interposons ce même gaz entre une lampe à incandescence et un prisme, nous obtenons le même spectre mais inversé, c'est-à-dire constitué de raies sombres sur un fond coloré. Les raies sombres sont à la même position que les raies colorées du spectre d'émission. Elles sont caractéristiques du gaz absorbant. Analysons maintenant la lumière qui nous vient du Soleil. À première vue, il s'agit d'un spectre continu. Mais une observation plus fine nous montre qu'en réalité, son spectre est constitué de centaines de raies sombres. La présence de ces raies sombres, appelées également raies de Fraunhofer, pourrait être due à l'absorption des gaz composant notre atmosphère. Y a-t-il un moyen de prouver ou d'infirmer cette hypothèse? Lorsque le Soleil est au zénith, ses rayons lumineux traversent moins d'atmosphère que lorsqu'il est à l'horizon. On s'attend donc à ce que les raies d'absorption du spectre solaire au zénith soient moins intenses qu'à l'horizon. On constate que la majorité des raies d'absorption ne sont pas affectées. Cela prouve que l'atmosphère terrestre n'est pas responsable de la totalité des raies du spectre solaire, mais seulement de celles dont l'intensité varie avec la hauteur du Soleil. Ces dernières sont appelées raies telluriques. Les autres raies d'absorption proviennent d'une sorte d'atmosphère entourant le Soleil. Le Soleil est ainsi constitué d'une partie gazeuse très chaude, responsable de la partie continue du spectre, et d'une atmosphère, responsable de la majorité des raies d'absorption. Comment connaître la composition des gaz qui constituent l'atmosphère solaire? Grâce au spectre étudié en laboratoire, il est possible de déterminer les éléments chimiques présents dans l'atmosphère du Soleil en regardant si les raies de leur spectre d'émission correspondent à certaines raies de Fraunhofer. On peut ainsi prouver qu'il existe, dans l'atmosphère du Soleil, une quarantaine d'éléments chimiques dont l'hydrogène, l'hélium, l'azote ou encore le calcium. Bien, donc voilà pour la présentation avec les rappels, hein. Donc ici en fait on est en présence de deux sortes de spectres de lumière. On a les spectres d'émission et les spectres d'absorption. Donc si on reprend le cours là-dessus, hein, donc le cours sur l'interprétation ici des spectres atomiques. Donc là, on va se limiter ici au spectre d'atomes. Bien. Donc là, c'est bon si tout le monde y est. Donc ici, en fait, il y a marqué la lumière émise ou absorbée par des atomes fournit un spectre de raies. Alors là, on parle bien ici des atomes. Et non pas par exemple, comme l'animation d'avant, de la lampe à incandescence, hein. Une lampe à incandescence, par exemple, quand on fait son spectre lumineux, on va voir un fond continu qui va passer du violet au rouge, hein. Ici, nous avons ce qu'on appelle des spectres de raies. Donc, c'est-à-dire que
quand on décompose la lumière, par exemple, d'un gaz, ici c'est le cas du mercure, donc on aurait une ampoule dans laquelle on met un gaz de mercure à faible pression, on met des décharges électriques dedans, le gaz est excité et va en fait dégager de la lumière. Et cette lumière, on la fait passer dans un prisme, par exemple, qui décompose la lumière, et on obtient en fait des raies lumineuses. Donc on a ce qu'on appelle ici un spectre de raies. Je mets ici en gras. Alors, ici dans ce cas-là, on a un spectre d'émission du mercure, parce que le mercure, ici, c'est lui qui émet la lumière. Donc, en fait, pourquoi ici on a des raies et pourquoi on n'a pas, comme pour la lampe à incandescence, par exemple, un fond continu? Alors, ça, ça provient tout simplement des niveaux d'énergie qu'il peut y avoir dans l'atome, et notamment dans l'atome de mercure. Donc, au niveau de chaque atome, en fait, a son propre diagramme énergétique. C'est-à-dire que, en fait, un atome ne peut avoir que certains niveaux d'énergie. Donc, on dit que l'énergie de l'atome est quantifiée. Et en fait, chaque diagramme d'énergie est différent pour chaque atome. Et à partir de là, il peut y avoir des transitions énergétiques. C'est-à-dire qu'en fait, pour émettre de la lumière, on l'a vu ici, eh bien, il faut que l'atome émette des photons. Et pour l'émission d'un photon, il faut qu'on passe d'un niveau d'énergie à un niveau d'énergie plus bas. Donc ici, comme il y a tout un tas de transitions possibles, il peut y avoir ici tout un tas de photons qui sont émis à certaines énergies. Et chaque photon correspond à une certaine longueur d'onde. On l'a vu ici, l'énergie d'un photon, c'est E égale h nu, nu étant la fréquence, et c'est égal à hc sur lambda, lambda étant la longueur d'onde. Donc finalement, c'est à partir des niveaux d'énergie qu'il y a dans les atomes et des transitions énergétiques possibles, on passe d'un niveau d'énergie à un autre. Donc chaque transition va correspondre à l'émission d'un photon d'une certaine énergie et qui correspond à une certaine longueur d'onde. Donc en fait ici par exemple dans le mercure, on va avoir des photons qui correspondent à une lumière qui a des longueurs d'onde de 404,6, 435,8, etc. nanomètres. Voilà. Et entre, en fait, il n'y a rien parce qu'on n'a pas les niveaux d'énergie, les différences de niveau d'énergie qui correspondent à des photons qui seraient dans cette zone-là, par exemple. Voilà. Donc voilà ici pourquoi, par exemple dans le gaz de mercure, on va avoir un spectre d'émission avec des raies et pas un spectre d'émission qui est continu. Bien, donc ici, spectre d'émission, on a des raies lumineuses. Après, spectre d'absorption. Donc, comme l'a montré la vidéo juste avant, je vais peut-être la reprendre un petit peu, ce sera aussi simple là. Hop. Voilà. Donc si je reprends, voilà, en fait, ici, là, par exemple, on fait le spectre de la lumière blanche, c'est-à-dire une lampe à incandescence, on considère qu'elle émet de la lumière blanche. La lumière blanche étant une lumière analogue à celle du soleil. Donc on fait passer par une fente, on a une lentille qui concentre la lumière sur le prisme et le prisme va décomposer. Et donc ici on a un spectre continu. Donc là, ici, c'est un spectre d'émission, parce que c'est le spectre qui est émis directement par la lampe à incandescence. Bon, autre spectre d'émission, c'est le spectre d'un gaz excité. Bon, là on ne voit pas tout, mais en fait, cette ampoule qui contient le gaz est
à l'intérieur, il va y avoir 2 électrodes, et ces électrodes sont reliées à un générateur qui va envoyer des décharges électriques, et qui va donc exciter les atomes du gaz. Donc comment ça se traduit au niveau de l'atome? Quand il y a quelque chose d'excité comme ça, eh bien les atomes de mercure par exemple sont dans leur état fondamental, ils reçoivent des décharges électriques, et donc ça veut dire qu'ils reçoivent de l'énergie. Donc les atomes ils vont passer par exemple au niveau E1, au niveau E2, au niveau E3, etc. Donc tout dépend de l'énergie donnée par les décharges. Voilà. Et en se désexcitant, les atomes vont, donc quand je dis en se désexcitant, donc ça veut dire que on est dans ce cas-là, par exemple, on va passer par exemple de E3 à E1, puis de E1 à E0. Et à chaque fois que l'atome est désexcité, il va émettre des photons. Donc par exemple, un photon d'énergie qui correspondrait à E3 moins E1, et un photon d'énergie qui correspondrait à E1 moins E0, donc qui serait dans 2 longueurs d'onde. Il pourrait y avoir aussi un photon qui corresponde à E3 à E2, puis E2 par E1, ou directement un photon de E3 à E0. Donc vous voyez, en fait, il peut y avoir pas mal de photons de différentes énergies, donc qui correspondent à différentes longueurs d'onde qui sont émis. Donc voilà, lorsqu'il se désexcite, le gaz émet de la lumière, et cette lumière, donc, elle est décomposée, mais on n'a que des raies qui correspondent en fait au niveau de transition énergétique de l'atome. Bon, ça, on a aussi un spectre d'émission, des raies lumineuses qui proviennent de la lumière émise par le gaz. Bon, par contre, ici, spectre d'absorption, c'est différent. On repart de la lumière blanche ici, et on va intercaler entre le dispositif qui permet de disperser la lumière et la lumière blanche, on va intercaler le gaz que l'on veut analyser. Donc par exemple, ici ce sera un gaz de mercure. Et donc à partir de là, le gaz, lui, va absorber certaines radiations de la lumière blanche. Et on voit donc des raies noires qui sont des raies d'absorption. Et donc on a ici un spectre d'absorption. Donc on a un fond lumineux qui correspond au spectre de la lumière blanche, et avec des manques. Pourquoi on a des manques? Eh bien, à nouveau, ça vient du gaz qui est ici. Ce gaz qui est ici, eh bien, il va absorber, c'est-à-dire qu'il va passer de son énergie fondamentale, il va passer à E1, où il peut passer de E0 à E2, de E0 à E3. Donc il va absorber certains photons qui correspondent exactement aux énergies, aux différentes énergies entre E0 et E1, E0 et E2, E0 et E3 par exemple. Là, ça ferait trois photons d'énergie différents, donc on verrait 3 bandes noires. Et puis il y a aussi, après, une fois que c'est excité en E1, il peut passer de E1 en E2, ou de E1 en E3, donc ça ferait encore 2 autres photons d'énergie différentes, et puis encore de E2 à E3, par exemple. Hein. Donc voilà en fait ici pourquoi on observe tout un tas de raies ici noires. Donc ça provient en fait de l'absorption de certaines radiations qui correspondent à des différences d'énergie de l'atome de mercure. Voilà. Bien, donc voilà ici pour cette partie du cours qu'il faut bien comprendre, hein, la différence entre spectre d'émission et spectre d'absorption. Donc ici, on nous dit les atomes absorbent des radiations qui correspondent à des transitions énergétiques. On observe des raies noires sur le spectre continu de la lumière blanche. Bon, et puis après, très important, et bien finalement, ici, on voit que les raies d'émission pour le mercure sont les mêmes que les raies d'absorption. Elles sont aux mêmes longueurs d'onde. Donc ici, il y a marqué pour une même entité, ici l'atome de mercure, les raies sont aux mêmes positions et donc aux mêmes longueurs d'onde dans les deux spectres. Donc ici, il y a marqué, en fait, les raies du spectre d'absorption d'éléments ont les mêmes longueurs d'onde que les raies du spectre d'émission de cet élément. Voilà, c'est ce qu'il y a ici à retenir. Alors après, j'en avais parlé,
au niveau des diagrammes d'énergie, en fait, le diagramme d'énergie du mercure n'est pas le même que le diagramme d'énergie de l'argent ou de l'hydrogène, etc. Donc ce qui fait que les transitions énergétiques ne vont pas être les mêmes. Et donc les photons absorbés ou les photons émis ne vont pas être les mêmes. Et donc en fait, les raies d'émission du mercure ne vont pas être les mêmes forcément que les raies d'émission de l'argent ou de l'hydrogène. Donc ici, vous avez une animation spectre absorption émission ici que l'on va reprendre, qui est aussi sur le drive. Hein. Donc si on ouvre cette animation, si elle veut bien s'ouvrir, voilà. Donc on reprend ici en fait les deux expériences. Hein. Donc là, la première expérience ici, c'est on a un gaz enfermé dans un tube et on va envoyer des décharges électriques. Et après une fente, une lentille, un réseau à la place d'un prisme, hein, ça revient à décomposer la lumière et on a l'écran. Donc là par exemple, si je reprends l'exemple, je vais prendre l'exemple du mercure. Si je le retrouve là, je l'ai perdu le mercure là. Où est-ce qu'il est, mercure Hg? Il est là. Voilà. Donc ici voilà, je prends l'exemple du mercure. Et on fait ici, je mets sur on, et donc voilà, ici on a les raies d'émission et on peut voilà, regarder quelles sont les longueurs d'onde qui correspondent ici aux raies d'émission du mercure. Et là, si je fais ici, j'ai les raies d'absorption, parce que vous voyez, j'ai la lampe à incandescence qui émet la lumière blanche, et le gaz, en fait, j'ai le mercure qui est dans une ampoule, et donc qui va absorber certaines radiations, et on voit que ici les radiations sont les mêmes qui sont les radiations absorbées sont les mêmes que les radiations émises. Bon, et puis après, si à la place du mercure, je passe avec l'argent par exemple, eh bien on voit ici que les raies ne sont pas au même endroit. Si on prend l'or, pas au même endroit. Si on prend l'hydrogène, pas au même endroit. Donc en fait, c'est comme une carte d'identité pour chaque atome ici. Chaque atome a sa carte d'identité qui lui est propre. Et on peut aussi avoir des raies des ions. Hein. Par exemple, là, pour l'oxygène, si on prend les raies, voilà, j'enlève les raies de l'atome. Là, les raies des ions de l'oxygène, au moins, au 2-. Donc, on peut savoir, en fait, d'après la lumière, si on a des présences d'atomes ou présences d'ions. En fait, chaque spectre ici va être comme une carte d'identité des atomes, des ions, des molécules. Donc voilà ici pour ce qui est de cette partie-là. Donc c'est ce qu'il y a de marqué ici. Chaque élément produit un spectre qui lui est propre, voire l'animation que je viens de vous montrer. Et donc finalement, les spectres d'émission et d'absorption peuvent renseigner sur les entités qui les constituent. Donc c'était ce qu'on avait vu juste avant, le spectre de la lumière du soleil, où si on regardait bien, en fait on avait des raies d'absorption, et les raies d'absorption en fait permettent de renseigner sur la présence d'entités qu'il y a dans l'atmosphère du soleil, donc qu'on appelle la chromosphère. Et donc c'est comme ça que grâce à la lumière qui nous provient des étoiles, et bien finalement, et grâce aux raies d'absorption qu'il y a dedans, en les comparant avec des spectres d'émission d'éléments, eh bien on peut savoir quels éléments sont présents dans les atmosphères des étoiles, même si elles sont situées à des années et des années-lumière. Donc voilà ici pour cette dernière partie sur l'interprétation des spectres atomiques. Alors si on regarde le plan de travail de cette partie-là du cours, dans la partie ce qu'il faut savoir, donc il y a marqué ici obtenir le spectre d'une source spectrale et l'interpréter à partir du diagramme de niveau d'énergie des entités qui la constituent. Bon, autrement dit,
c'est retrouver en fait quels éléments sont présents d'après le spectre. Et puis aussi, on peut utiliser les formules qui permettent de retrouver, de justifier les longueurs d'onde et donc de calculer les énergies, par exemple, des photons qui sont émis. Donc voilà ici pour ce qui est de cette partie sur les spectres. À partir de là, ce que l'on va faire maintenant, on ne va pas faire l'activité 3, donc on vient faire le grand 4 du cours et on va faire des exercices sur cette partie-là. Donc on va commencer par exemple par le 23, le 27, le 29, et puis après on fera aussi l'activité 4 du livre, donc lumière d'une étoile. Voilà.